Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Nous sommes ravis de vous accueillir à cette première table ronde intitulée, à cette seconde table ronde intitulée, enfin première table ronde mais seconde conversation, la diplomatie française en Asie, repositionnement stratégique ou perte de l'influence. L'Asie est aujourd'hui au cœur des grands bouleversements stratégiques mondiaux, de la montée en puissance de la Chine à la consolidation de nouvelles alliances régionales telles que le Quad ou AUKUS, en passant par les rivalités croissantes en mer de Chine, l'ordre asiatique se redessine à grande vitesse. Ainsi, dans ce contexte, la France cherche à préserver son influence et à renforcer son engagement en Asie. Elle n'est pas un acteur marginal dans la région. En tant que membre de l'Indian Ocean Rim Association et du Forum des îles du Pacifique, ainsi que partenaire de développement de l'ASEAN, elle demeure donc impliquée dans plusieurs instances stratégiques. Elle participe également activement aux discussions sur la sécurité maritime et la stabilité régionale. Cependant, face à la concurrence des grandes puissances et aux réorientations géopolitiques de certains États asiatiques, la question se pose aujourd'hui. Assiste-t-on à un repositionnement stratégique de la France en Asie ou plutôt à une marginalisation progressive de son influence? Justement, pour nous aider à répondre à cette question, nous avons l'honneur d'accueillir deux experts aujourd'hui ici avec nous. Monsieur Arnaud Levaux et Monsieur le Consul général Ogata Osamu. Bonjour. Monsieur Levaux, vous êtes docteur en sciences politiques de l'Institut d'Asie orientale de l'École normale supérieure de Lyon. Et votre expertise repose sur plus de 20 ans d'expérience en Asie, à la croisée de la recherche universitaire, des affaires gouvernementales et du monde de l'entreprise. Vous avez mené des travaux académiques dans des institutions majeures telles que le Centre d'études sur l'ASEAN, l'Université Chulalongkorn à Bangkok, l'Université de Kyoto au Japon et l'Université Sogang en Corée du Sud. Vous avez également occupé le poste de directeur adjoint de l'Institut français de recherche sur l'Asie du Sud-Est contemporaine et travaillé dans le secteur privé pour Airbus et Danone. Et aujourd'hui, vous êtes enseignant à l'Université Paris-Dauphine et fondateur d'Alta Stratégie, un cabinet spécialisé dans les relations internationales et la prospective en Asie. Monsieur Ogata, vous êtes consul du Japon à Lyon et diplomate de carrière, avec une expérience internationale particulièrement riche et diversifiée, puisqu'avant d'occuper ce poste en France, vous avez exercé dans plusieurs missions diplomatiques à travers le monde, notamment à Ottawa, Conakry et Dakar. Votre mission actuelle en France, et plus précisément à Lyon, revêt une dimension assez symbolique, puisqu'il s'agit pour vous d'un retour aux sources près de 40 ans après votre premier séjour. Ce lien historique avec la France alimente votre engagement à renforcer les relations diplomatiques, économiques et culturelles entre nos deux pays. Ensemble, nous allons explorer l'état des lieux, les mutations en cours et les perspectives d'avenir de la présence française en Asie. Nous vous remercions pour votre attention et espérons que cette discussion sera aussi enrichissante qu'engagée. Monsieur Levaux, nous allons commencer par vous. Quels ont été, selon vous, les moments clés qui ont marqué l'évolution de la diplomatie française en Asie au cours des dernières décennies? Peut-on parler d'une stratégie cohérente ou d'adaptation ponctuelle face aux évolutions du contexte international? Merci beaucoup. Juste une petite précision, je ne crois pas que la France soit membre du Forum des îles du Pacifique en tant que telle. Elle y est par l'intermédiaire de ces territoires ultramarins, à savoir c'est la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. Et la question maintenant, c'est l'intégration de Wallis et Futuna. Mais en fait, par le biais de cette intégration renforcée des territoires, ça permet aussi à la France de s'exprimer et de pouvoir échanger davantage avec ses partenaires. Et l'élément le plus important aujourd'hui, c'est de renforcer cette intégration régionale de ces territoires. Ensuite, pour répondre à votre question, je ne vais pas m'arrêter aux dernières années, mais je vais revenir un peu en arrière pour ensuite revenir sur une période plus récente. Une date clé pour moi dans les relations entre la France et l'Asie, c'est peut-être 1686, avec la première ambassade du royaume du Siam en France, qui était la deuxième, mais la première n'avait pas été couronnée de succès. Et ça a été véritablement le démarrage d'une politique asiatique française, notamment la création dans la même période des missions étrangères de Paris après l'expulsion des jésuites du Japon et qui ont contribué à la création de l'alphabet vietnamien et ensuite une partie de l'évangélisation de l'Asie du Sud-Est.
l'Ouest. Donc en fait, ce premier démarrage au moment, grosso modo, de la visite d'une ambassade siamoise en France en 1686 a été un élément clé et qui a positionné la France comme un des États précurseurs en Europe de l'Asie, à tel point qu'en thaïlandais, le terme étranger, ça veut dire français. Un étranger, c'est un farang. Et au départ, tous les étrangers étaient des farangs, c'était des Français. Et aujourd'hui, maintenant, le terme, c'est farang 7, parce qu'ils se sont rendus compte au bout d'un certain temps que tous les étrangers n'étaient pas des Français. Mais ça a été vraiment un élément important. Ensuite, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Une date peut-être un peu moins glorieux, je dirais, alors que c'est un grand moment de l'histoire de France, c'est le traité de Versailles en 1918. Parce qu'on a tendance à l'oublier aujourd'hui, mais plusieurs nations asiatiques ont participé à ce conflit en France, notamment les Thaïlandais, mais il y a aussi eu un effort chinois. Et au terme de la guerre, ces nations espéraient que les Alliés se montrent plus conciliants à l'égard d'eux. Les Thaïlandais espéraient que les revendications françaises au Cambodge et au Vietnam et au Laos soient un petit peu moins fortes, que les Britanniques aussi renoncent à certaines de leurs aspirations au Myanmar ou en Malaisie. Les Chinois espéraient aussi récupérer une partie des concessions et des territoires contrôlés par les Allemands, notamment dans le Shandong, et ça n'a pas eu lieu. Et ça a été un facteur de grande de perte de confiance de nos partenaires asiatiques. On s'engage auprès de vous et on n'est pas payé en retour. Et une des conséquences de ce non-traitement de nos partenaires asiatiques, c'est qu'il y a eu le mouvement du 4 mai en 1919 en Chine, un mouvement qui a été véritablement un des grands éléments fondateurs de l'identité chinoise actuelle et qui a débouché en 1921 à la création du Parti communiste chinois dans la concession française de Shanghai, et on connaît l'histoire du Parti communiste par la suite. Du côté thaïlandais aussi, ça explique qu'au moment de la Seconde Guerre mondiale, il s'est dit les Européens, les Alliés, on s'était mis avec vous contre les Allemands à un moment donné. Maintenant, les Japonais viennent nous voir. On n'a pas de raison de vous faire confiance puisque vous nous avez laissé tomber en 1918. Et voilà, il y a eu l'enclenchement d'une relation assez forte entre le Japon et la Thaïlande à l'époque. Une autre date importante, je dirais, c'est la guerre de Corée. La participation d'un contingent français à la guerre de Corée, ce qui a montré que la France avait une vision qui allait au-delà de la péninsule indochinoise et des ses colonies, et sur un engagement véritablement important en termes de sécurité pour l'Asie. Après une autre date, 1964, dont on a célébré l'année dernière le 60e anniversaire, c'est-à-dire la reconnaissance par la France de la République populaire de Chine, la France étant le premier pays occidental à avoir reconnu la République populaire de Chine, et qui a permis ensuite à d'autres pays de faire de même, et quelques années après aux États-Unis également. Après, je dirais peut-être 1991, où ça a été la dernière grande intervention positive française en Asie, avec les accords de Paris sur le Cambodge, qui ont mis fin à la guerre civile dramatique dans son pays. Et après, peut-être, je dirais, 1993, la visite de François Mitterrand au Vietnam, un an avant la levée de l'embargo américain sur le Vietnam, qui a permis non seulement à la France de reprendre un dialogue beaucoup plus nourri avec les pays de la péninsule indochinoise, mais aussi d'ouvrir la voie à une reconnaissance plus large du Vietnam, la levée de l'embargo par les États-Unis, et à terme l'intégration du Vietnam, du Cambodge, du Laos et puis de la Birmanie au sein de l'ASEAN. Depuis cette date-là, il n'y a pas eu d'intervention majeure française en Asie. Par contre, il y a des éléments qui ont constitué des avancées positives. Je parlerai par exemple de la COP 21, où la France a montré qu'elle pouvait être aussi force de proposition, force d'engagement sur des dossiers qui allaient bien au-delà de ses intérêts particuliers.
Je dirais aussi le renforcement récent des relations entre la France et l'Inde, qui ont été illustrées par la présence du Premier ministre Narendra Modi en tant qu'invité d'honneur au 14 juillet de 2023. Et puis cette année, il y a un élément qu'il va falloir suivre avec beaucoup d'attention, c'est la participation de notre président Emmanuel Macron au dialogue de Shangri-La, qui est un dialogue track 1.1, l'équivalent asiatique de la conférence de Munich sur la sécurité. Et c'est la première fois qu'un chef d'État non asiatique s'exprimera en ouverture. Et donc, ça permet de conforter la stratégie indo-pacifique développée par la France depuis 2018. Et un autre événement qu'il faudra suivre l'année prochaine, ce sera l'organisation du sommet de la francophonie à Phnom Penh au Cambodge. Ça va permettre aussi de relancer notre coopération avec ce pays, mais également de le conforter dans ses nouvelles aspirations de développement en direction de l'Afrique et peut-être contribuer à la mise en place d'une première ambassade cambodgienne en Afrique et donc de créer tout un climat favorable aux échanges. Alors je dirais que la France a été traditionnellement un précurseur sur pas mal des sujets que l'on a. C'est aussi un pays qui est capable d'avoir des initiatives qui dépassent le cadre bilatéral, avec des initiatives au niveau régional et même parfois un effet d'entraînement au niveau global. Par contre, au cours de ces dernières années, les points de faiblesse, c'est que nous avons eu tendance à aborder l'Asie par un prisme chinois, très important, et que nous avons perdu une partie de notre connaissance, de notre réseau, de notre capacité de comprendre la région dans sa globalité. Et aujourd'hui, au vu des relations plus compliquées que nous avons avec la Chine, il est extrêmement important de renouer de manière beaucoup plus étroite avec nos autres partenaires de la région, le Japon, la Corée, l'Indonésie, le Vietnam, l'Inde, bien entendu. Et ce que je dis aussi aux entreprises françaises qui aujourd'hui sont inquiètes du développement du marché chinois, c'est quand on regarde les 10 premières économies asiatiques regroupées, c'est l'équivalent du PNB chinois. Donc oui, le marché chinois va nous devenir, pour tout un tas de raisons internes et externes à la Chine, de plus en plus délicat à manœuvrer, mais par contre, il y a des nouvelles opportunités qui vont se présenter à nous sur des pays sur lesquels nous ne sommes peut-être pas suffisamment concentrés, mais sur lesquels nous avons besoin aujourd'hui de renouer une relation forte. Question pour vous maintenant, Monsieur Ogata. Oui. Est-ce qu'au-delà des puissances asiatiques, qu'on a vu, plusieurs acteurs non régionaux, tels les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne ou encore la Russie et la Turquie, cherchent à renforcer leur influence en Indo-Pacifique. La question alors, est-ce que la France peut-elle encore rivaliser avec ces puissances dans la région ou risque-t-elle d'être progressivement marginalisée au profit d'alliances stratégiques plus fortes, comme celle des États-Unis avec justement le Japon ou l'Inde? Oui, tout d'abord, j'aimerais bien dire que merci de me donner cette opportunité de vous présenter mes idées sur cette question. Et je vous remercie encore. Et comme réponse, je dirais oui et non. Et pourquoi? Parce que la France toute seule, je pense que c'est non, mais avec comme la France en tête de l'Union européenne, c'est oui. Et alors, je veux bien expliquer un peu à l'aide des diapositives que j'ai créées. Alors, d'abord, regardons ensemble la présence de la France dans l'Indo-Pacifique à l'aide de la stratégie de la France dans l'Indo-Pacifique, publiée par le gouvernement français en 2022. Voyez, il y a près de 2 millions de ressortissants français dans l'Indo-Pacifique. 7 000 militaires français y sont déployés pour les protéger. Je pense que ce n'est pas beaucoup. Mais là, on ne parle pas de chiffres économiques. Donc, au suivant.
regardons ensemble à quoi ressemblent les relations économiques actuelles entre l'Europe et l'Asie. Et il s'agit des relations commerciales entre l'Union européenne et l'ASEAN. En termes de relations économiques, il vaut mieux regarder l'Union européenne dans son ensemble plutôt que les chiffres seuls de la France, afin de mieux comprendre ses relations avec l'Asie. Au cours de la dernière décennie, les exportations de l'ASEAN vers l'Union européenne ont augmenté d'année en année. Vous voyez. Et pour l'ASEAN, l'Union européenne est le troisième partenaire commercial en termes de volume, après la Chine et les États-Unis, devant le Japon même. Vous voyez. Et ainsi, les relations économiques avec l'Union européenne sont très importantes dans la région asiatique. Et c'est l'enjeu économique pour la France aussi. Voilà. Au suivant. Et nous allons regarder maintenant les changements survenus dans l'économie mondiale depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'évolution du PIB mondial depuis la Seconde Guerre mondiale est présentée sur cette diapositive. En 1975, le PIB mondial s'élevait à 6 billions. Je sais qu'on n'utilise pas beaucoup billions, mais comme 6 000 milliards, c'est difficile de me dire. Permettez-moi d'utiliser millions. 6 billions de dollars, les pays du G7 représentaient environ 70% du PIB mondial à l'époque, en 1975. À l'époque, le PIB des pays BRICS actuels, la notion de BRICS n'existait pas quand même, était d'environ 7% seulement. Et en 1990, à la fin de la guerre froide, le PIB mondial s'élevait à environ 23 billions de dollars, les pays du G7 représentant environ 70% du PIB, soit le même niveau 15 ans avant. Alors que, et pour les pays BRICS, c'était environ 5,5%. C'est un petit peu en baisse. Et maintenant, en 2023, le PIB mondial aurait atteint 106 billions de dollars et le G7 n'en représentait plus que la moitié, 50%. Alors que la proportion des pays BRICS était d'environ 25%, ce qui représente une forte augmentation par rapport à la période de la guerre froide. Et si cette tendance continue, qu'est-ce qui va se passer? On doit y penser. Mais comme je prends ma retraite l'année prochaine, ce ne serait pas mon problème, peut-être. C'est à vous de voir. Et une conclusion que l'on peut tirer de cela est le poids politique des pays BRICS a augmenté en même temps que leur puissance économique. Et si, dans ce contexte mondial, on parle d'essoufflement de la diplomatie française, on devrait parler aussi d'essoufflement de la diplomatie du Japon, des États-Unis, de la Grande-Bretagne, bref, des autres pays développés. Et je veux bien regarder un peu l'histoire de la diplomatie française.
La communauté européenne du charbon et de l'acier, à l'origine de la communauté européenne, a été créée en 1952, bien avant votre naissance, ma naissance aussi, avant ma naissance. À l'initiative de qui? Vous savez? Robert Schuman, un ministre français des Affaires étrangères. C'est la première chose. Le sommet du G7 a été proposé par le président Valéry Giscard d'Estaing et ça a été créé en 1975 pour rassembler les 7 pays qui prennent des relais. Et c'est pour prendre des décisions sur les règles de l'économie mondiale. Plus tard, le président Mitterrand et le chancelier allemand Kohl ont décidé de créer un marché européen unifié avec le traité de Maastricht en 1992 et d'introduire une monnaie commune, l'euro. Est-ce que vous pouvez imaginer si sans l'euro, sans marché commun aujourd'hui, est-ce que la France peut tenir son économie toute seule? Pourriez-vous imaginer? Ma réponse personnelle, c'est non. Et avec ces 3 exemples, l'initiative Robert Schuman, l'initiative PGE, l'initiative Mitterrand-Kohl, 3 exemples, on peut dire que la France a pris d'importantes initiatives diplomatiques lorsque c'était nécessaire. D'ailleurs, Dr Arnaud expliquait un peu. Et d'ailleurs, le ministère français des Affaires étrangères s'appelait autrefois ministère des Affaires étrangères. Cependant, aujourd'hui, le nom a changé. Il s'appelle maintenant ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et à mon sens, c'est sans doute le reflet de la situation actuelle de la France. En d'autres termes, la force nationale de la France a chuté au point qu'elle ne peut plus être compétitive toute seule si elle n'a pas d'Europe derrière elle. Cela ne signifie pas que la France reste les bras croisés, mais plutôt qu'elle utilise le pouvoir de la diplomatie pour couvrir le déclin de sa force nationale. Et mes collègues, j'ai beaucoup d'amis français diplomates, mes collègues diplomates français s'en sortent très très bien. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Maintenant, une autre question maintenant pour monsieur Levaux. Comme on le sait, les alliances régionales comme le Quad et l'AUKUS redessinent les équilibres en Asie, certainement. Alors, est-ce que la France peut-elle encore jouer un rôle structurant dans cette architecture, ou bien est-ce qu'elle est contrainte à une approche plus bilatérale? Merci. Et je voudrais rebondir aussi, j'ai oublié de vous dire un peu plus tôt, sur les initiatives où la France, en tant que précurseur, c'est que la France a quand même été le premier pays européen à signer un traité d'amitié et de coopération avec l'ASEAN. Et c'est aussi le premier pays à avoir élaboré une stratégie indo-pacifique peu de temps après la stratégie américaine et japonaise, mais qui a permis aussi à d'autres pays européens de réfléchir à leur stratégie indo-pacifique. Je pense aux Pays-Bas, à l'Allemagne, et puis plus récemment également à l'Union européenne. Donc en fait, la France est toujours en capacité de soulever des sujets, peut-être de manière plus précoce que d'autres. Elle n'a pas forcément la solution à l'ensemble des sujets qu'elle va mettre sur la table, mais le fait qu'elle les mette sur la table, ça permet à d'autres de se positionner et de continuer d'avancer. Et c'est là où la France a un rôle à jouer, parce que nous avons traditionnellement une capacité aussi de synthèse, de théorisation,
assez bonne, qui n'est pas forcément une habitude de la part de nos partenaires asiatiques, notamment en Asie du Sud-Est. Et le fait d'arriver avec une théorisation permet à d'autres de commencer à réfléchir et de positionner le problème, même si les solutions pratiques ne seront pas forcément trouvées par la France. Mais elle peut toujours s'inscrire dans cette dynamique-là. Ensuite, pour ce qui est du Quad, ce qui est très intéressant, c'est que ça a été relancé après 2014 par le Premier ministre japonais Shinzo Abe. Vous êtes familier un peu avec le Quad, qui est le dialogue quadrilatéral de défense qui regroupe les États-Unis, l'Australie, le Japon et l'Inde. Et ce qui est très intéressant pour la France, c'est que l'Inde fait partie de ce dialogue, et l'Inde est perçue plutôt comme une puissance stabilisatrice et modératrice, ce qui permet à la France de s'impliquer plus fortement, même si elle n'est pas membre du Quad. Mais nous avons des relations très étroites avec l'Inde, notamment sur l'océan Indien, mais pas uniquement. Nous avons aussi un dialogue de sécurité et de défense assez dynamique. Là, l'Inde devrait racheter encore, je pense, là, dans les jours qui viennent, 24 Rafales supplémentaires. Donc en fait, on a un dialogue de sécurité très riche avec ce pays. Pour ce qui est de l'AUKUS, la question de savoir, c'est est-ce que c'est la bonne formule ? J'en suis pas forcément persuadé. Est-ce que c'est parti sur de bonnes bases ? J'en suis pas forcément persuadé. Les Australiens sont un peu en train de se mordre les doigts, d'autant plus que il y a quand même quelques voix au sein de l'administration américaine qui disent les sous-marins, on les livrera peut-être pas. Où on les livrera, mais ils seront uniquement sur commandement américain. Donc la question de l'autonomie stratégique australienne va devoir se poser. Et en même temps, si les Américains ne les livrent pas ou beaucoup trop tard, va y avoir quand même un gap assez important à combler. Et on voit nos amis australiens qui sont en train de revenir nous voir en disant peut-être qu'on pourrait rediscuter la note. Donc est-ce que l'AUKUS était la bonne formule ? J'en suis pas persuadé. Par contre, est-ce que l'AUKUS ce qu'elle a d'assez intéressant, c'est qu'il y a un second pilier non nucléaire dans l'AUKUS, auquel le Japon pourrait participer, mais également la Corée du Sud, mais également la Nouvelle-Zélande, et peut-être qu'à la marge, la France pourrait y participer. Alors, pas de manière directe, mais tout au moins dans un échange de participation. Là où on a peut-être un rôle à jouer, et là, moi, c'est une idée que j'essaye de pousser depuis quelque temps, c'est qu'on est rentré dans un monde de plus en plus incertain. Les alliances ne sont plus totalement celles qu'elles étaient auparavant, et M. Badi nous l'a bien rappelé un peu plus tôt ce matin. Je ne vais pas revenir sur sa présentation, mais il y a un certain nombre d'interrogations chez les partenaires habituels des États-Unis, aussi bien en Europe qu'en Asie. Quelle est la pertinence de l'OTAN aujourd'hui ? Est-ce que le parapluie américain est garanti pour la Corée du Sud, même pour le Japon ? Donald Trump a dit il y a peu de temps qu'il se demandait pourquoi les États-Unis devaient continuer de protéger le Japon. La question se pose également pour Taïwan et pour plusieurs autres pays partenaires des États-Unis dans la région. Donc il faut arriver aujourd'hui à continuer de travailler ensemble, à renforcer nos partenariats. Et moi, je serais vraiment favorable à ce que la France prenne l'initiative avec d'autres partenaires asiatiques, à créer une sorte de partenariat renforcé, on ne va pas parler encore de niveau d'alliance, entre les démocraties libérales d'Europe et d'Asie. On pourrait d'abord s'appuyer sur les démocraties libérales membres du G20, parce qu'il ne faut pas avoir trop de monde autour de la table. Ça nous ferait à peu près 5 pays européens, y compris le Canada, et 5 pays asiatiques ou de la région Indo-Pacifique. Ça serait l'Allemagne, la France, l'Italie, le Royaume-Uni et le Canada, l'Australie, la Corée du Sud, le Japon, l'Inde et l'Indonésie, pour travailler sur un renforcement de nos partenariats, notamment sur les enjeux de sécurité et de défense. Et ces pays ont également l'avantage, certains d'être membres de l'OTAN et d'autres d'avoir un partenariat individualisé avec l'OTAN. C'est ce qu'on appelle les Indo-Pacifique 4, qui comprend
le Japon, la Corée du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et on pourrait commencer à travailler sur à comment arriver à s'organiser en cas de défaillance de notre partenaire américain sans être en antagonisme à l'égard d'eux, et en même temps une sorte de partenariat renforcé entre les démocraties libérales d'Europe et d'Asie sans les États-Unis, permettrait aussi de travailler de manière sans doute plus apaisée avec la Chine, qui se sentirait peut-être un peu moins antagonisée. Donc moi, c'est un projet sur lequel je pense la France pourrait se pencher, pourrait être un État moteur. Je pensais que peut-être que le partenariat pourrait commencer d'abord sur un renforcement des liens avec la Corée du Sud, parce qu'il y a aussi un certain nombre de dossiers, notamment en matière de défense, sur lesquels nous pourrions avancer. Le Japon, de son côté, travaille avec le Royaume-Uni et l'Italie sur l'élaboration d'un avion de combat de prochaine génération. Donc il y a quelques points sur lesquels on peut s'accrocher pour commencer à mettre en place des éléments de réflexion sur un partenariat plus précis, plus pointu avec ces pays. Bon, merci beaucoup. Monsieur le consul, Oui. le Japon et la France partagent une vision commune de la liberté de navigation en Indo-Pacifique. Voyez-vous un potentiel d'élargissement de la coopération sécuritaire entre les deux pays face aux tensions en mer de Chine? Oui, pour un peu limiter le champ d'application, comme réponse, je dirais entre la coopération dans le domaine de la sécurité entre la France et le Japon, c'est déjà fait. En fait. C'est fait. Et je vais vous dire, je peux vous dire déjà comme exercice conjoint, bilatéral, multilatéraux, multilatéraux, c'est fait depuis longtemps. Et par exemple, on peut montrer là. En 2021, 6 fois. Bon, une fois tous les 2 mois. 22, 13 fois. Une fois, plus d'une fois par mois. 23, bon, la même chose. 24, un peu la même chose. Et cette année déjà, on a fait l'exercice nippo-franco-américain, américain, l'exercice au large des Philippines. Voilà. Mais comme réponse, je pense que c'est ça, mais je veux bien expliquer un peu le background de cette coopération. Et c'est une sorte de promotion de la diplomatie japonaise aussi. Oui, voilà. Et d'abord, le premier, je vais parler de 2 choses. Le premier élément que je mentionnerai, c'est l'Indo-Pacifique libre et ouvert. In English, Free and Open in the Pacific, we call it FOIP. Et il s'agit en fait, le nom veut tout dire. Le FOIP, c'est un objectif qui devrait être partagé par de nombreux pays et régions. L'objectif est de faire de la zone Indo-Pacifique une région libre et ouverte. Et l'idée est que chaque pays, dans la mesure de ses capacités, puisse contribuer à la réalisation d'un Indo-Pacifique libre et ouvert. Ainsi, les principes fondamentaux du FOIP reposent sur la réalisation d'une région libre, ouverte et inclusive, fondée sur l'état de droit
l'élaboration de règles par le dialogue, ainsi que dans les intérêts de la population. Un diplomate ne dit pas au public un pays explicitement, mais je dois dire que dans ce cas-là, la Chine n'est pas exclue non plus. Ce n'est pas une initiative, ce n'est pas un cadre juridique, mais c'est un objectif ultime. Donc pour cela, la Chine est toujours bienvenue. Et ensuite, oui, j'aimerais bien parler du Pacific Leaders Meeting, PAM. C'est une réunion au sommet entre les États insulaires du Pacifique et le Japon. Et il s'agit des zones stratégiques qui se situent à l'intersection entre le Japon et l'Australie, ainsi que l'Australie et les États-Unis, Hawaï, et sur la route de l'océan Indien et de la mer de Chine méridionale jusqu'à l'océan Pacifique. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, PAM est l'abréviation du terme Pacific Islands Leaders Meeting, une réunion qui a été lancée en 1997 à l'initiative du Japon. Depuis lors, la réunion se tient tous les 3 ans au Japon afin d'approfondir la coopération avec ce pays. Le contexte, en fait, derrière cette initiative réside dans le fait que jusqu'à présent, enfin avant 1997, on croyait que la mer, l'océan, était considéré comme un facteur de division. Mais en fait, il a été reconnu comme un facteur d'unification. C'est pour ça que nous avons pris cette initiative. Voilà, c'est un peu tout, mais est-ce que j'ai le temps? Oui. J'aimerais bien expliquer un peu de manière détaillée sur la coopération franco-japonaise en matière de sécurité. D'abord, background. Des événements majeurs menaçant la sécurité se produisent actuellement dans diverses régions du monde. L'année dernière, la France et le Japon sont convenus de renforcer leur coopération stratégique et de défense en vue de la conclusion d'un accord d'accès réciproque. On appelle RAA, en français, accord d'accès réciproque, qui vise à favoriser l'interopérabilité entre les forces armées françaises et les forces d'autodéfense du Japon. Le RAA définit les procédures et le statut des troupes afin de faciliter les opérations et l'exercice conjoint entre les forces armées françaises et les forces d'autodéfense japonaises. Autrement dit, cet accord n'existe pas encore. Ça veut dire que l'exercice que j'ai mentionné tout à l'heure, pour chaque fois, on doit faire la procédure nécessaire pour accueillir les militaires français au Japon ou bien envoyer les militaires japonais en France, pour chaque fois. Donc, c'est un peu, ça prend du temps, ça demande du boulot. Donc, pour sauter la procédure bureaucratique, cet accord est nécessaire. Et ces dernières années, comme je disais, oui, la France et le Japon ont mené une série d'exercices conjoints sur terre, en mer, dans l'air, dans l'espace et dans le cyberespace.
espace, dont des exercices conjoints dans les eaux de l'Indo-Pacifique. Par ailleurs, le mois dernier, ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, les marines françaises, américaines et japonaises ont mené l'exercice trilatéral Pacifique Stellar, contribuant ainsi à faire de l'Indo-Pacifique un espace libre, ouvert et stable. Voilà. Une autre question pour vous, Monsieur le Consul. Oui. Nous avons abordé du coup le domaine sécuritaire. Quelles sont les principales opportunités maintenant de coopération entre la France et le Japon dans le domaine économique et technologique? Oui. Alors, je veux bien séparer deux choses différentes. Coopération économique trilatérale vis-à-vis des pays en voie de développement, d'une part. Et coopération économique plutôt en matière de business entre la France et le Japon. Ces deux choses, j'aimerais bien séparer ces deux choses. Et en parlant de coopération économique envers des pays en voie de développement, c'est ça. Et il y en a beaucoup en fait. Mes collègues ont beaucoup travaillé là-dessus et il a créé cette slide diapositive. Voilà quelques exemples de coopération triangulaire entre le Japon, la France et les pays asiatiques en matière d'aide au développement économique. En Inde, par exemple, vous voyez en haut à gauche, le Japon et la France travaillent ensemble avec l'Inde pour promouvoir la production d'énergie solaire. Au Vietnam, à gauche en bas, le Japon et la France travaillent ensemble pour améliorer l'infrastructure urbaine de Ho Chi Minh Ville. Et Indonésie, droite en bas, en Indonésie, le Japon et la France coopèrent l'élaboration de programmes d'enseignement supérieur. C'est comme cela la coopération triangulaire est donc devenue un moyen important pour le Japon, la France et d'autres pays asiatiques de tirer parti de leurs atouts respectifs pour promouvoir conjointement le développement régional. Et concernant la coopération en business entre la France et le Japon, par exemple, sans doute vous savez, à la mairie, il y a beaucoup de compagnies. Et l'une de sa société, ça s'appelle Transgen. Et le géant japonais des télécommunications, la société NEC, a accepté de collaborer avec Transgen et sur le développement d'un vaccin contre le cancer. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce vaccin est conçu pour prévenir la propagation du cancer et agir sur l'élimination des cellules cancéreuses des patients à l'aide des algorithmes d'intelligence artificielle. Et des essais cliniques sont en cours. Et bien, la société japonaise, je parle d'autres exemples. La société japonaise Yuki Precision, c'est une toute petite compagnie au Japon. Les employés, le nombre des employés est en dessous ou bien aux alentours de 30, toute petite. Une petite entreprise japonaise qui fabrique des composants de précision utilisés pour éliminer des débris spatiaux et contrôler les fusées des satellites spatiaux. Elle dispose d'une filiale commerciale à Lyon. Voilà.
Merci beaucoup, encore une fois. Une question pour vous, Monsieur Levaux. Face à l'émergence d'une Asie multipolaire et donc aussi en soi plus incertaine d'un certain point de vue, quels seraient donc les leviers les plus efficaces pour une présence française plus active et influente dans la région? Merci. Déjà, je voudrais revenir juste sur un point qui a été cité un peu plus tôt, c'est que l'action française a été trop concentrée au cours de ces dernières décennies sur la Chine, mais elle est également souvent très dépendante des contrats structuraux, notamment en matière de défense. Et c'est ce qui a manqué dans la relation qu'on a pu nourrir avec le Japon. On n'a pas eu de grands contrats en matière de défense entre nos deux pays, même en matière aéronautique, c'est assez récent. Et donc ça pourrait être un point d'amélioration dans nos relations, surtout qu'aujourd'hui, il est possible, c'est une des vraies interrogations, c'est que les États-Unis ne soient plus forcément en mesure de fournir l'ensemble des équipements qu'ils souhaitaient fournir à la région et qu'ils proposent aux pays un peu du second rideau de s'équiper autrement. Et là, il va peut-être y avoir des opportunités entre nos deux pays. Ensuite, pour revenir sur votre question, effectivement, le monde devient de plus en plus incertain. Donc, est-ce qu'on fait face à un essoufflement de la diplomatie française? Oui, mais on fait face à un essoufflement de la diplomatie en général, pas uniquement française. On assiste un peu à un changement de paradigme. On voit qu'il y a un vieux monde qui est en train de prendre fin, qu'un nouveau monde va émerger, mais on n'en a pas encore totalement défini les limites et ce qu'il représentera. Donc, là, effectivement, il va falloir commencer à réfléchir à un nouveau positionnement stratégique. Même on voit les États-Unis qui aujourd'hui on passe un deal avec la Russie. Rien n'interdit de penser que peut-être demain, Donald Trump passera un deal avec Xi Jinping, voire avec Kim Jong-un, sur le dos de ses principaux partenaires dans la région. Donc c'est quelque chose qu'il faut commencer à prendre en considération et comment essayer de s'organiser d'une manière un peu différente. La France a des atouts, on en a cité un certain nombre aujourd'hui. Elle a l'atout d'être d'abord une puissance économique, d'avoir un soft power qui existe toujours, d'être membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, d'être au sein de l'Union européenne, d'être au G7, d'être au G20. Donc en fait, elle a un rôle important à jouer en termes de gouvernance mondiale. Et la France est aussi une puissance résidente dans le Pacifique, ce que nous a rappelé monsieur le consul, avec 2 millions de Français qui résident dans la région, un certain nombre de territoires. Donc elle est tout à fait légitime pour participer à différentes enceintes de dialogue régional, parce qu'en fait, les questions liées à l'Indo-Pacifique, pas uniquement à l'Asie, à la France, c'est une question de souveraineté nationale. Et comme c'est une question de souveraineté nationale, eh bien, elle peut être un acteur parmi d'autres du développement de la région. Ensuite, la France a aussi cette capacité d'entraînement et également d'équilibre. C'est un pays qui traditionnellement essaye d'éviter de choisir entre les blocs. Donc comment éviter de ne pas être dans le bloc totalement américain, comment ne pas antagoniser les Chinois, garder une relation forte avec l'Inde, développer des relations importantes avec le Japon, la Corée du Sud, l'Indonésie, qui est aussi un pays avec lequel nous nourrissons des relations de plus en plus intenses, notamment dans le secteur de la défense. La France est aussi un pays qui peut avoir une vision globale. Par contre, là où il va falloir que nous fassions attention, c'est comme nous sommes des bons théoriciens d'une manière générale, avec un bon esprit de synthèse, on va élaborer des stratégies, mais on ne pense pas toujours à comment les mettre en œuvre. Donc en fait, c'est surtout ne pas promettre ce qu'on ne peut pas tenir. Et ensuite, la force et la faiblesse aussi de la France, c'est quand on a tendance à avoir une vision large de l'Asie, d'avoir une approche régionale, c'est que parfois ça manque de substance dans leurs relations bilatérales. Plusieurs de nos partenaires asiatiques au cours de ces dernières années se sont quand même
étonné du faible nombre de déplacements de haut niveau français vers l'Asie. Alors il y a eu la Covid, il y a eu les Gilets jaunes, il y a aussi aujourd'hui la priorité sur le continent européen avec la question ukrainienne, mais quand on nourrit trop une approche multilatérale ou régionale, eh bien la relation bilatérale perd parfois un peu en substance. Donc, par contre, ce que peut faire la France, c'est d'avoir toujours cette vision globale, d'être toujours un fervent partisan du multilatéralisme et du respect du droit international, promouvoir la stabilité et la sécurité maritime, ce qui est quand même un élément extrêmement important dans la région, parce qu'aujourd'hui, les océans nous rassemblent plus qu'ils nous séparent. La France peut aussi travailler sur des coopérations transverses en matière de protection du climat, sur la biodiversité, sur l'intelligence artificielle. Le sommet de Paris qui s'est tenu en début d'année montre que la France a cette capacité de mobilisation et de réflexion sur la normalisation de certains standards, mais elle doit aussi renforcer ses partenariats stratégiques et de défense avec certains pays, et ça peut passer un peu par l'initiative dont je vous parlais plus tôt. Voilà. La France peut proposer une sorte de modèle alternatif respectueux des souverainetés, et puis contribuer à l'équilibre des forces dans la région. Il faut se rappeler que la France est un grand contributeur en termes de marché d'armement. Certains pays d'Asie s'équipent aussi avec des équipements français. Aujourd'hui, il y a la question du second rideau. Les Américains qui vont se concentrer sur le premier rideau par rapport à la Chine vont sans doute commencer à dire à leurs partenaires, essayez d'élargir un peu vos approvisionnements. Par contre, ce qu'il faut garder un peu en tête, c'est que notre politique étrangère est le reflet de notre politique intérieure. Et que si on veut avoir une politique étrangère ambitieuse, il faut d'abord qu'on soit d'accord avec nous-mêmes. Et aujourd'hui en France, c'est ma perception personnelle, c'est pas du tout académique, mais il y a un manque d'ambition collective, il y a un manque de vision. On ne sait pas exactement quelle France on veut en 2050. On est plutôt dans la réaction. On est en train d'essayer plutôt de réfléchir à comment limiter le risque par rapport à telle situation, comment faire pour que telle situation ait le moins d'impact possible sur nous. Mais ce n'est pas un discours très mobilisateur. Voilà, on va dire, quand une maison, on va reboucher une petite fissure, c'est moins mobilisateur de dire on va redécorer telle pièce. Donc c'est comment essayer de retravailler sur une ambition collective et une vision. Et à partir de là, on pourra avoir un discours international beaucoup plus construit, beaucoup plus cohérent. Donc on a un gros travail à faire à la maison. Merci beaucoup. Donc, après cette discussion riche et éclairante, plusieurs éléments majeurs ressortent de nos échanges et nous permettent donc de mieux cerner les défis et les opportunités qui se présentent à la diplomatie française en Asie. Tout d'abord, un constat clair. La France fait face à un repositionnement stratégique nécessaire. Son engagement dans la région Indo-Pacifique repose sur une présence historique, comme M. Levaux l'a rappelé, datant de 1686 comme point de démarrage d'une politique asiatique française. Mais il doit aussi désormais s'adapter à un monde en pleine recomposition. Entre le désengagement progressif des États-Unis en Europe et des incertitudes géopolitiques en Asie, la France cherche à réaffirmer sa place dans un contexte où la montée des tensions, notamment en mer de Chine méridionale, redessine les équilibres régionaux. Nous avons vu à travers les analyses de M. Levaux que si la diplomatie française bénéficie d'un ancrage institutionnel fort, que ce soit à travers le CSNU, le G7, le G20 ou encore l'Union européenne, bien sûr, elle doit toutefois composer avec l'émergence de nouvelles dynamiques régionales et donc la nécessité d'affirmer vraiment son rôle dans la gouvernance mondiale. À cette fin, sa stratégie indo-pacifique, qui s'appuie sur ses territoires ultramarins et la défense du multilatéralisme, reste un levier important, mais ne suffit pas à elle seule à contrecarrer le poids des grandes puissances asiatiques comme la Chine ou l'Inde. Monsieur Ogata, d'un autre côté, nous a apporté une perspective précieuse sur la manière dont la France est perçue en Asie, laquelle est reconnue pour son expertise militaire et son engagement en matière de sécurité maritime et de liberté de navigation.
Le Japon en particulier voit dans la France un acteur capable de contribuer à l'équilibre des forces régionales, mais reste attentif à la pérennité de cet engagement, notamment à travers, on en a parlé, le développement du Reciprocal Access Agreement, en négociation du coup entre les deux pays, ce n'est pas encore abouti, et l'intensification des exercices conjoints dans les milieux terrestres, maritimes, spatial et cyber. Nous avons également abordé les mutations en cours qui imposent à la France de repenser ses relations avec la CIE. À ce titre, M. Ogata a insisté sur l'impossibilité pour la France de le faire toute seule. Il ne pourra y parvenir qu'avec l'aide et le pouvoir de l'Europe. Donc. Ainsi, la proposition d'un partenariat euro-asiatique renforcé, évoquée dans notre échange, pose la question d'une alternative stratégique pour la France et pour l'Europe en général, et la CIE face à des États-Unis parfois imprévisibles. Enfin, nous avons pu explorer les perspectives d'avenir, malgré un essoufflement apparent des opportunités existent pour la France aujourd'hui. Comme l'a souligné M. Levaux, son positionnement sur les nouvelles technologies, la transition énergétique et la coopération en matière de résilience face aux catastrophes naturelles sont autant d'axes de coopération porteurs. L'exemple des partenariats trilatéraux que M. Ogata nous a présentés, avec notamment la France et le Japon et l'Inde, ou encore avec l'Indonésie ou le Vietnam, illustre la capacité de la France à s'inscrire dans des dynamiques collectives innovantes. Donc pour conclure, avant de passer aux questions, on peut résumer le propos de cette table ronde de la manière suivante. La diplomatie française en Asie est à un tournant. Elle doit faire face à de nouveaux défis, mais dispose encore de moyens significatifs pour préserver et renforcer son influence. Et son avenir dans la région dépendra de sa capacité à être proactive, mais surtout innovante. Et puis peut-être une lueur d'espoir, M. Levaux l'a dit, on a parlé de l'essoufflement de la diplomatie française, mais rassurons-nous peut-être un peu, c'est un essoufflement de la diplomatie en général. Est-ce que vous avez des questions ? Bonjour, merci pour vos analyses et vos interventions. J'ai une petite question pour vous, Monsieur Levaux. Vous avez parlé que la politique extérieure reflète la politique intérieure et que pour le moment, pour la France, on a un manque de vision. Du coup, selon vous, d'où vient ce manque de vision ? Est-ce qu'il vient de la société ? Est-ce qu'il vient des politiques ? Est-ce que vous avez vu un changement à travers les alternances entre la droite ou la gauche ? Selon vous, d'où vient ce manque de vision ? Alors c'est une question qui concerne plus la politique intérieure française que notre relation avec l'Asie. Moi, je travaille essentiellement sur l'Asie. Donc là, moi, je peux vous donner simplement un avis de citoyen et pas du tout un avis universitaire, référencé et scientifique. Effectivement, je pense qu'il y a une problématique qui ne concerne pas uniquement la France, mais l'ensemble des démocraties. C'est qu'aujourd'hui, on a une sorte d'incapacité de se projeter dans le temps, à la différence de certains de nos partenaires asiatiques, notamment la Chine, qui peut lancer des programmes, même Singapour, la Chine 2035, 2050, 2070, sachant que les institutions, le régime sera probablement toujours le même. Du moins, c'est ce qu'ils espèrent, et ça leur permet d'avoir une vision temporelle très différente de la nôtre, qui reste soumise à un rythme d'élection extrêmement rapide, à une pression de l'opinion publique, à la lecture de certains sondages d'opinion, et donc à prendre des décisions qui sont dans la réaction et pas forcément dans la construction d'une politique ambitieuse sur la durée. Alors que sur des questions de défense, sur des questions de politique étrangère, sur des questions d'infrastructure, il est important d'avoir une sorte d'accord transpartisan pour pouvoir inscrire notre décision, notre action dans la durée. En ce qui concerne l'Asie, il y a eu une période assez importante, je dirais, sous la fin du mandat de Mitterrand, avec les accords de Paris sur la paix au Cambodge, cette initiative ensuite en direction du Vietnam et de la péninsule indo-chinoise. Il y a eu aussi un président, Jacques Chirac, qui avait un intérêt assez fort à l'égard
de la région et qui a réussi à maintenir un lien fort, notamment avec le Japon, à faire venir des sumo à Paris pour la première fois, par exemple, et qui vont revenir bientôt, des années croisées également. Et puis, il y a eu, sous la présidence Sarkozy, un désintérêt de la région. On s'est reconcentré plutôt sur la relation transatlantique avec des visites moins nombreuses, plus courtes, dans un cadre multilatéral et pas forcément bilatéral, mais toujours après une seule optique, l'Asie c'est la Chine, et puis le reste on verra après. Sous le mandat de François Hollande, il y a eu une volonté de reconstruire un peu la relation avec la région, notamment avec la participation régulière de la France au dialogue de Shangri-La, où Jean-Yves Le Drian a fait un travail assez important pendant de nombreuses années. Et puis les premières réflexions sur la constitution d'un retour de la France dans la région Indo-Pacifique, ça a été repris ensuite sous le mandat d'Emmanuel Macron. Voilà, mais avec les limites qui lui ont été imposées par les circonstances, parce que l'Asie c'est loin, c'était peut-être pas notre priorité, et donc on préfère encore parler à nos partenaires dans un cadre souvent régional ou multilatéral et pas suffisamment dans le bilatéral. Mais on a vu quand même aujourd'hui une sorte de rééquilibrage de notre relation en faveur de l'Inde, une volonté aussi d'étendre notre dialogue à d'autres puissances. Il faut avoir en tête qu'actuellement, il y a le groupe aéronaval français qui fait une mission dans l'Indo-Pacifique, qui a quitté Singapour, je crois, hier. Il y a eu des manœuvres en commun avec nos partenaires japonais, philippins pour la première fois. Normalement, le président indonésien Prabowo sera l'invité d'honneur de la France au 14 juillet cette année. Donc en fait, on essaye quand même de faire certaines choses, mais voilà, on a cette incapacité structurelle aujourd'hui à se projeter dans l'avenir. On ne sait pas exactement ce que va devenir l'OTAN, donc sur notre discours sur la relation de défense en Asie, en s'appuyant sur les partenariats individualisés que l'OTAN peut nourrir avec certains pays. Est-ce que c'est forcément le bon canal aujourd'hui ? On n'en sait pas, ça va d'abord se régler probablement ici, mais ce qu'il est important, c'est d'essayer de trouver une sorte de consensus transpartisan pour savoir avec qui on travaille pour être un partenaire fiable. Tu peux ? Allez-y. Tu peux ? Permettez-moi Un de... instant, on va juste laisser Monsieur le Consul qui a une intervention à faire. D'abord, je demande à ma collègue de lire un texte. Non, du point de vue de l'homme, la solution communiste est mauvaise. Le capitalisme dit « Grâce au profit qui suscite l'initiative, fabriquons de plus en plus de richesses qui, en se répartissant par le libre marché, élèvent en somme le niveau du corps social tout entier. Seulement voilà, la propriété, la direction, le bénéfice des entreprises dans le système capitaliste n'appartiennent qu'au capital. Alors, ceux qui ne le possèdent pas se trouvent dans une sorte d'état d'aliénation, à l'intérieur même de l'activité à laquelle ils contribuent. Non, le capitalisme, du point de vue de l'homme, n'offre pas de solution satisfaisante. Pourriez-vous imaginer... Devinez qui a dit ça en français. Oui. Quand 68. Oui, il y a très longtemps. Il était vraiment visionnaire. Je me permets de parler d'un angle différent. Vous êtes, les Français, sont des cartésiens, les descendants de Descartes. Il faut qu'il y ait une philosophie générale. Bon, une philosophie, c'est déjà général, mais pour adresser aux problèmes de notre Dieu, je pense que ça manque. Et dans le diapositive, j'ai mis
numéro 3, in the interest of people, dans l'intérêt du peuple. Je pense que ça coïncide ce que De Gaulle a dit et notre FOIP, l'ultime objectif de FOIP. Et je pense que si on manque de ce point de vue, de notre Dieu, tous les essais, ce qu'on peut, le gouvernement, le NGP, pardon, ONGK, ONG, toutes les entités, même si ils essayent de faire quelque chose, manquant de ce point de vue, c'est-à-dire dans l'intérêt de qui? Si ça manque, ça ne peut pas être une réussite. C'est mon sens. Voilà. On va continuer avec les questions. Merci, monsieur le consul. Bonjour, merci pour votre intervention. J'ai une petite question pour monsieur Levaux. Du coup, vous avez abordé le fait que la France se retrouve un petit peu dans une forme d'urgence de se présenter comme un acteur fort dans la région asiatique, dû au fait que les États-Unis vont avoir un soutien qu'on va pouvoir qualifier d'assez versatile en ce moment. Moi, la question, elle est par rapport aussi, du coup, à l'intervention de monsieur Badi juste avant et la vôtre en même temps. Comment on pourrait réussir à concilier le fait que la France et du coup aussi l'Europe, comme l'a précisé monsieur Ogata, doivent se présenter comme des acteurs forts dans cette région, et en même temps, du coup, réussir à passer à une diplomatie modeste, enfin le concept de diplomatie modeste qu'a théorisé monsieur Badi juste avant, puisque du coup, participer dans la région, comme vous l'avez expliqué, ce serait vraiment intervenir en tant qu'acteur fort, et donc continuer cette diplomatie à la Westphalie, si je puis me permettre le terme. Comment du coup réussir un petit peu à qualifier cette nouvelle forme de diplomatie à laquelle on pourrait aspirer, et l'urgence diplomatique / politique dans laquelle on se retrouve actuellement? Ça, c'est une question qui mériterait une intervention beaucoup plus longue. Alors, je ne suis pas forcément aligné sur les besoins d'une diplomatie modeste. Je pense qu'il faut être ambitieux, mais avoir conscience de ses limites. Mais une diplomatie modeste ne générerait pas un effet d'entraînement auprès de nos partenaires. Et notre diplomatie, on est avant tout un partenaire de nos partenaires. Donc après, on est un partenaire seul ou avec d'autres partenaires. Et donc, on travaille dans cette logique beaucoup plus large. Après, le grand défi, pour résumer, pour moi, je dis, c'est qu'on vit dans une époque, multi-époque. Il y a l'époque post-Westphalie, un peu, c'est ce qu'on a connu un peu en Europe, où tout ne repose pas sur l'État-nation. Il y a certaines entreprises qui vont avoir plus d'influence que certains États, certaines technologies, certains groupes politiques non étatiques qui peuvent avoir des effets déstabilisateurs ou d'entraînement beaucoup plus importants que des États. Donc l'Europe et certaines parties du monde vivent déjà dans un monde post-Westphalien. Il y a en Asie, d'une manière générale, on vit encore dans un monde westphalien où c'est l'État-nation qui reste la base des relations internationales. Et puis dans d'autres parties du monde, on est de retour dans un monde pré-westphalien où ce sont des seigneurs de la guerre, des seigneurs locaux qui contrôlent le territoire. On voit ça au Nigeria, on peut voir malheureusement ça en Syrie, en Birmanie, dans d'autres territoires. En fait, la grande question pour nous, c'est comment essayer d'élaborer une stratégie globale, sachant qu'on vit dans 3 mondes différents. Et je pense que c'est j'ai pas la solution. Donc il faut peut-être essayer d'avoir, et là je rejoins Bertrand Badi, peut-être avoir
en fait, être à l'écoute de nos partenaires, être modeste dans la mesure où on ne va pas avoir une stratégie globale qui répondra à l'ensemble des aspirations de tous nos partenaires, mais travailler plutôt sur des relations sur mesure, soit avec un groupe de pays avec lesquels on partage un certain nombre d'intérêts ou une volonté commune, ou dans un cadre bilatéral. Mais je pense qu'il faut être extrêmement flexible, agile et ne s'interdire aucune possibilité. Bonjour, merci pour cette intervention. J'ai 2 questions pour chacun d'entre vous. Pour vous, Monsieur Levaux, est-il préférable pour la France d'opter pour une diplomatie, une politique plus équilibrée, contrairement à celle des Américains, pour une place plus pérenne et étendre du coup son influence dans cette partie du monde? Et pour vous, Monsieur le consul Ogata, est-il préférable d'avoir davantage un échange franco-japonais sur le plan du soft power, avec plus d'échanges universitaires par exemple ou culturels, que d'avoir une politique renforcée sur le hard power? Que voulez-vous dire par hard power? Excusez-moi. Hard power. Ça serait plutôt une économie du coup militaire sur les alliances militaires. Je vais vous répondre très brièvement des deux. Oui. Et vous savez, maintenant, on voit beaucoup de cultures japonaises en présence ici à Lyon ou ailleurs. Et moi, j'ai été étudiant à Lyon il y a 40 ans, entre 86 et 88, à Sciences Po à Lyon. Mais à ce moment-là, peu de visibilité japonaise. Et maintenant, ça a beaucoup changé. Pourquoi? Parce que, en fait, la culture japonaise était toujours charmante, entre guillemets, dans le passé. Simplement, vous ne saviez pas. Et maintenant, grâce au développement de technologies en ligne ou autres, la culture japonaise peut venir en France très facilement. Par exemple, manga japonais publié au Japon et une semaine après, publié et traduit en France. Voilà. C'est le cas aujourd'hui. Je pense que de ce côté-là, c'est nécessaire. Et je dois dire que le côté hard power était un peu moins que ça doit être. Donc, on doit renforcer les deux pour avoir un bon équilibre. C'est mon sens. Voilà. Je vais essayer de répondre aussi aux questions de mademoiselle. Moi, je vais être un petit peu provocateur. Hein. Je vais revenir sur le second point. Je veux dire, le soft power, c'est bien, mais le soft power sans le hard power, eh bien, ça mène pas à grand-chose. Malheureusement, en fait, quand on a la carotte et pas de bâton, les gens sont contents de prendre la carotte, mais ils vont juste prendre la carotte. Voilà. Donc, à un moment, il faut peut-être arrêter et faire quelque chose. Voilà. Et je vais être encore plus provocateur, et j'espère qu'il n'y a pas trop d'amis italiens dans la salle, mais que la vocation française en Asie, c'est de ne pas être l'Italie. L'Italie a un soft power extraordinaire. Tout le monde aime l'Italie, tout le monde veut aller en Italie, tout le monde veut porter des vêtements italiens, manger italien, écouter de la musique italienne. Voilà, c'est un pays qui a un soft power extraordinaire, mais le hard power n'est pas forcément là, du moins en Asie. Ça veut dire que la voix de l'Italie n'est pas entendue. La France, même avec des moyens réduits, le fait qu'elle soit en mesure de pouvoir déployer son groupe aéronaval dans la région et dire oui, s'il se passe quelque chose, on peut intervenir, on peut être à vos soutiens, fait que ça lui donne une voix
particulière que peu de pays européens peuvent porter. Donc en fait, il faut trouver le bon équilibre entre la carotte et le bâton, entre le hard power et le soft power. Parce que le hard power, uniquement le hard power, ça n'intéresse pas beaucoup de monde. Ce qu'on va voir un peu aujourd'hui, c'est la position de la Russie en Asie. On dit ah oui, ils ont la capacité de nous taper sur la tête. Par contre, c'est pas forcément un modèle de société avec lequel on veut s'engager. Donc on va pas consommer des produits culturels ou des biens de consommation en provenance de ce pays. Donc il faut trouver un peu le point d'équilibre entre les deux points. Et votre première question, je ne sais plus, vous pouvez me la rappeler? C'était à propos de la politique d'équilibre dont vous parliez. Ouais. Et donc justement, en fait, traditionnellement, la France, et là on est relativement confortable, c'est qu'on a toujours été, même avec les États-Unis, un positionnement allié mais pas aligné. Le discours de De Gaulle à Phnom Penh en 64 aussi, c'était en pleine guerre du Vietnam, était un moyen aussi d'affirmer que la France reste un partenaire, un allié des États-Unis, mais n'est pas forcément aligné sur les États-Unis, notamment sur cette question de la guerre du Vietnam. Donc la France a aussi été le premier pays à reconnaître la République populaire de Chine. Donc on est toujours un peu dans cette tentative d'équilibre et ne pas choisir entre les blocs. Alors au cours de ces dernières années, et voilà, il y a eu une tendance de fond française qui nous a rapprochés plutôt de l'axe, on va dire, euro-atlantique. Voilà, et ce qui fait perdre un peu de sa singularité au message et au positionnement français. Et si la France, ça peut être un choix, si la France dit on ne veut pas porter un message en tant que nous, mais on veut passer par une institution multilatérale plus importante dans laquelle eh bien, on inscrit notre action, très bien. Mais si la France veut maintenir un discours particulier, il faut qu'elle continue de tenir son langage. Et effectivement, ce refus de choisir entre les blocs, d'être une sorte d'alternative de troisième voie, et c'est ce qui plaît aussi à certains de nos partenaires en Asie du Sud-Est, et pourquoi aussi certains vont aujourd'hui acheter des matériels militaires français en disant parce que ça nous permet de ne pas choisir en fait notre camp et de préserver notre autonomie et nos capacités en tant qu'État indépendant. Et je pense que la France a, elle, intérêt à continuer à jouer sa petite musique. Et ce qui va dire, et c'est pas en opposition à la musique de nos partenaires. Voilà, c'est là un orchestre philharmonique. Il peut y avoir beaucoup de musiciens, et puis ça fait quelque chose de fabuleux à la fin. Nous allons terminer. Donc, nous remercions chaleureusement nos intervenants, donc Monsieur Levaux et Monsieur Ogata, pour vos analyses précieuses et éclairantes. Merci, vraiment merci. Et nous remercions également Madame Boyot, qui est chargée de mission aux affaires économiques et scientifiques auprès du consulat du Japon pour son aide. Merci à vous. Et puis nous vous remercions, vous, cher public, pour votre attention et votre participation. Nous espérons que cette discussion aura contribué à nourrir votre réflexion sur les enjeux de la diplomatie française en Asie. Et nous vous donnons rendez-vous cet après-midi pour de futurs échanges. Merci à tous. Moi, plutôt, je...